Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe. La crise du coronavirus a déjà bouleversé nos vies et personne ne sait vraiment quand et comment on en sortira. À quoi ressemblera demain? Un monde meilleur ou pire qu'avant? Et dans cette épreuve, les citoyens peuvent-ils compter sur une Europe qui protège? On en parle avec un journaliste italien basé à Bruxelles depuis 34 ans et avec une députée européenne qui voit la vie en vert. On se retrouve comme d'habitude sur notre plateau au Parlement européen à Bruxelles. Et d'abord, je vous présente Lorenzo Consoli. Merci d'être avec nous. Vous êtes italien, vous êtes correspondant de l'agence italienne Asca News et vous êtes basé à Bruxelles depuis 34 ans. 34 ans. Alors on se dit que vous vous sentez un petit peu bruxellois aujourd'hui, mais en même temps que votre cœur doit être quand même en ce moment en Italie, auprès des Italiens qui payent le prix fort de la crise du coronavirus. Oui, absolument. Je me sens très bruxellois, effectivement. J'ai vécu ici une époque, l'époque de Jacques Delors, quand l'Europe était vraiment dans une situation vraiment de relance, quand tout le monde croyait dans l'Europe, en fait. Mais c'est vrai aussi que je suis très italien, je reviens toujours et très souvent dans ma région, dans la Puglia, dans le sud d'Italie. Et là, par exemple, j'ai un problème avec les avions parce qu'il n'y a plus de vol. Donc je peux pas revenir souvent comme je le faisais avant. Et c'est vrai que d'ici, en restant ici, parce que je ne pouvais pas revenir en Italie, évidemment, et je dois travailler d'ici, j'étais très touché par ce qui se passe, surtout dans le nord d'Italie, surtout en Lombardie. En Lombardie, surtout dans la ville de Bergamo, dans la province de Bergamo. Aujourd'hui, il y a plus de 30 000 morts en Italie et la moitié à peu près en Lombardie, effectivement. Oui. Et la province de Bergamo a été la plus touchée. Ça a été vraiment un désastre. Quelles ont été les erreurs de l'Italie? Il faut dire que, premièrement, l'Italie a été la première à être touchée en Europe. Même la première en dehors de la Chine et des pays proches de la Chine. Donc effet de surprise. C'était l'effet de surprise. On ne savait pas du tout que le virus était déjà là, probablement à fin décembre, début janvier. Et quand on s'est rendu compte que le virus était là, on a perdu du temps, surtout... on ne s'est pas organisé dans les hôpitaux où les gens commençaient à arriver pour que l'infection ne se propage pas justement dans les milieux hospitaliers. Et oui, parce que contrairement à la Belgique, les hôpitaux en Italie ont été rapidement débordés. Est-ce que c'est la conséquence d'une politique d'austérité qui a été imposée à tous les pays d'Europe, mais à l'Italie en particulier après la crise financière de 2008 ? Oui, ça, c'est sûrement quelque chose, un facteur qui a joué, parce qu'on voit, on a les statistiques, on voit très bien que le pays comme l'Allemagne, qui ont gardé quand même une capacité de soins et de personnel médical à très haut niveau, et même très nombreux pendant l'austérité, ils ont réussi, aussi parce qu'ils étaient mieux organisés, parce qu'ils arrivaient après, etc. Mais ils ont réussi à endiguer le phénomène. Il y a eu beaucoup moins de morts. En Italie, dans les années de l'austérité, on a coupé énormément de la santé. On a coupé des milliers de places. Et effectivement, on s'est retrouvé avec une condition qui était beaucoup moins bonne que si ça c'était quelque chose qui était passé il y a 10 ans, par exemple. Donc
dans les derniers 10 ans, on a coupé énormément et ça se voit parce qu'on a été vite débordé, surtout dans les régions du Nord, justement. L'Italie, c'est le premier pays en Europe à entrer en confinement. C'était le 9 mars. À cette époque-là, en Belgique, on allait toujours au restaurant, au cinéma. Est-ce que vous vous êtes dit, qu'attend la Belgique pour suivre très rapidement l'exemple de l'Italie? Pas seulement moi, c'était toute la communauté italienne. J'ai eu des contacts avec beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui étaient préoccupés, qui disaient pourquoi la Belgique ne comprend pas qu'il faut maintenant suivre l'exemple italien tout de suite. Je l'ai même dit sur un plateau de télévision belge quelques jours avant que le confinement commence en Belgique aussi. Il faut vraiment profiter de la leçon de l'Italie. On sait que ça va arriver ici aussi. Et donc, il faut regarder ce que l'Italie est en train de faire et les erreurs qu'elle a fait aussi. Parce qu'évidemment, on peut apprendre des erreurs. L'autre leçon importante à apprendre, c'est justement la leçon de la traçabilité. On n'a pas été assez vite, assez rapide dans la traçabilité pour comprendre effectivement où il y avait les foyers d'infection, où il y avait les gens qui étaient malades, les tracer, etc. Alors, Lorenzo Consoli, dans quelques instants, on va recevoir Saskia Brikmont, députée européenne belge dans le groupe des Verts. Mais avant cela, à côté de vous, 2 enveloppes avec une bonne question et une mauvaise question. Vous choisissez laquelle? J'ai choisi la mauvaise. La mauvaise question. Alors, vous la prenez et vous la lisez à haute voix et sans crainte. Et vous allez voir, c'est une question assez légère. Alors, après 34 ans à Bruxelles, qu'est-ce qui continue à vous manquer d'Italie? Évidemment, l'Italie, c'est un pays magnifique où dans chaque région, il y a des choses magnifiques, l'histoire, l'art, le paysage, la beauté partout. Et ça peut être le café, tout simplement. Mais c'est ça que je voulais dire. Il y a quand même, chez les Italiens, il y a quand même quelque chose qui les rend tous les mêmes sur cette préférence quand même pour la gastronomie italienne, le café italien, surtout l'excellence des cafés, des pâtisseries, des restaurants aussi, mais surtout de la gastronomie aussi familiale. Oui, je parie que les pâtes de vos mamans sont les meilleures du monde. Oui, mais moi, je le fais aussi. Et en plus, il faut dire qu'en Belgique, à Bruxelles, on a presque tout ce dont on a besoin en tant qu'Italien. On trouve presque tout. Depuis avant, au début, c'était pas comme ça. Mais dans les dernières années, pratiquement toutes les spécialités italiennes sont là. On peut les prendre, si on sait faire la cuisine, on peut le faire. Et on accueille à présent Saskia Brikmont. Elle est députée européenne dans le groupe des Verts et membre de la commission Liberté Civile. On aura beaucoup de questions à lui poser à ce propos. Saskia Brikmont, merci d'être avec nous. On se salue de loin, bien sûr. Vous connaissez Lorenzo Consoli. Tout d'abord, comment ça se passe pour vous, le confinement, à titre personnel, mais aussi au niveau du travail ici au Parlement européen? Comment ça fonctionne? Bien, bonjour. Je pense que comme beaucoup de gens, on doit s'adapter à la situation et donc on travaille essentiellement en visioconférence. Donc toutes nos réunions sont via l'écran. Moi, je suis en confinement depuis déjà le mois de février, quasi. Tout début mars, le Parlement européen a pris des dispositions pour assurer le télétravail généralisé. Donc les conditions sont meilleures qu'au début, de mieux en mieux. Je crois que les services du Parlement font un énorme effort pour faciliter notre travail. Mais néanmoins, le Parlement fonctionne, ça reste un contre-pouvoir. Oui, parce que notre travail continue et le rythme ne s'est pas vraiment ralenti, mais on doit quand même revoir l'ordre des priorités, parce qu'on ne sait pas tout gérer de la même manière que si on était physiquement présent ici. Les équipes travaillent aussi à distance, on n'est pas avec elles. Et puis, on intervient là que il n'y a pas vraiment de débat en tant que tel, puisqu'on doit à chaque fois demander, avec la petite main levée, à la technique de nous donner la parole. Donc, la situation est différente, mais je pense que voilà, on s'adapte à la situation, on fait ce qu'on peut. La plénière a lieu, on pousse pour que la plénière puisse aussi s'organiser à distance et que les gens qui n'ont pas la possibilité, les députés qui n'ont pas la possibilité de revenir à Bruxelles, puissent intervenir aussi à distance en plénière. Et là, je pense qu'alors, on aura plus ou moins rétabli les possibilités d'avoir le débat démocratique. Mais c'est vrai que
On s'adapte, même si ce n'est pas idéal. Alors, on sait que les pays du Sud, en particulier, souffrent terriblement de la crise du coronavirus, à la fois sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Lorenzo, l'Italien ? Qu'on est tous ensemble dans le même bateau. Je pense qu'on est tous face au virus assez vulnérables finalement et la situation fatalement n'est pas la même pour tout le monde. Mais on parle beaucoup d'une Europe solidaire, oui, de cette nécessité. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que ça se traduit dans les faits ? Non, donc j'allais venir là, c'est qu'on n'est pas tous égaux. Face à cette situation et face à la crise. Et non, la réaction de l'Union européenne n'a pas été à la hauteur, mais pour des questions d'égos nationaux, avant tout. Je pense que malheureusement, les égos nationaux ont pris le pas sur la volonté première de la construction européenne qui aurait dû en fait transpirer aujourd'hui en pleine crise et qui est la solidarité pour des questions d'équilibre budgétaire, pour des questions d'ego aussi économique de certains pays qui estiment que leur économie est en scène, ils ne veulent pas la mettre à mal pour venir en aide à des pays. Où, vous faites allusion aux Pays-Bas, à l'Allemagne. Je fais allusion aux Pays-Bas et à l'Allemagne très clairement. Je pense que ces pays portent leurs responsabilités. Je pense que dans l'autre sens, s'ils avaient besoin d'un soutien à un moment donné dans l'un ou l'autre secteur, ils compteraient aussi sur la solidarité européenne pour le faire. On voit bien aujourd'hui que cette crise globale mène à des solutions globales et pas nationales, qu'on est aussi largement dépendant dans le marché intérieur les uns des autres pour des produits de première nécessité comme des équipements médicaux, les masques, les médicaments eux-mêmes, le vaccin. Enfin, je ne peux pas imaginer qu'on continue dans une logique centrée sur les intérêts nationaux, alors que finalement, la réponse à la crise va être au moins européenne. Ursula von der Leyen a présenté ses excuses ici au Parlement européen, des excuses à l'Italie en disant qu'effectivement l'Europe n'avait pas été assez proche des Italiens. Est-ce que ça vous a fait chaud au cœur ou vous vous êtes dit Lorenzo, parole, parole ? Les excuses de Mme von der Leyen ont été accueillies avec beaucoup de façon, disons, chaleureuse en Italie, comme une chose qui a ému aussi. Parce que la chose la pire, c'était dans les premiers jours, le commissaire Gentiloni l'a dit aussi, dans les premiers jours de la crise en Italie, c'était le blocage des exportations des matériaux médicaux, en Allemagne, en France, un peu partout. Et alors que l'Italie, on avait évidemment besoin urgemment, parce qu'on était frappé de surprise, on n'avait pas ces matériaux qui n'étaient pas produits en Europe non plus, surtout les masques, etc. Et finalement, c'est Cuba et la Chine qui ont fourni des masques. Est-ce que le danger, c'est pas que les Italiens imaginent aujourd'hui qu'ils doivent compter davantage sur les Chinois que sur l'Europe ? Mais il y a des forces politiques en Italie qui pensent à ça. Je pense, la Ligue du Nord, par exemple, est devenue tellement anti-européenne qui serait peut-être même disposée à revoir les alliances, disons, de l'Italie. Mais je crois que l'Italie est très fortement, essentiellement dans le camp atlantique, dans le camp de l'Union européenne. Ils ne sont pas un petit peu déçus aujourd'hui ? Oui, beaucoup. Mais la délusion concerne surtout justement le côté économique, le côté solidarité économique, le côté zone euro. Le sentiment européen, pro-européen en Italie n'a jamais été aussi bas qu'aujourd'hui. Et donc, c'est fondamental, je crois, pour la tenue de l'Union européenne et pour que l'Italie reste dans l'Union européenne, qu'on donne les bonnes réponses aujourd'hui. Alors, la précarité va frapper beaucoup d'Italiens, elle va aussi frapper beaucoup de Belges. On sait qu'il y a quand même beaucoup de petits indépendants qui risquent la faillite. On parle de 180 000 chômeurs en plus en Belgique. Comment on va répondre à cette crise ? Donc, l'Union européenne dispose de tous les leviers pour y répondre, sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'y est pas encore. Et donc, on doit encore pousser et lobbyer la Commission européenne et le Conseil européen pour adopter, par exemple, ces fameux Corona-bons ou Eurobonds, mais un vrai mécanisme de solidarité européen qui permet une mutualisation aussi des dettes pour que les pays les plus vulnérables puissent être soutenus
par des pays qui ont plus de force de frappe. Ce sont les obligations Corona, donc une espèce d'emprunt commun. Européen. Voilà. Donc on veut que la solidarité soit au niveau européen et qu'il n'y ait pas aussi des emprunts séparés par tous les États, un endettement supplémentaire des États. Et puis ce qu'on veut aussi, c'est immuniser, et pas que dans le secteur des soins de santé, parce que pour l'instant, c'est la santé qui est ciblée, mais éviter de nouvelles cures d'austérité à la clé des aides consenties aujourd'hui. L'Europe doit adopter un grand plan de relance. Il devrait être présenté par la Commission européenne le 27 mai, ou en tout cas vers la fin du mois. Vous, ici au Parlement européen, il y a presque un accord au niveau des grands groupes pour dire que ce plan devrait se chiffrer à 2 000 milliards. Hein. C'est énorme, 2 000 milliards. C'est en plus du budget européen. Mais alors, est-ce qu'on va arriver à ce chiffre-là? Comment on va le financer? Ça va servir à quoi? Donc 2 000 milliards, c'est un chiffre qui est énorme, mais il faut aussi se rendre compte de l'ampleur de la crise dans laquelle on rentre. On chiffre à 7-8% du PIB, la chute du PIB à 7-8%, c'est un niveau qui n'a jamais été égalé jusqu'à présent. Et donc, les défis qui nous font face en matière sociale et économique sont énormes. 2 000 milliards, c'est un chiffre important, mais il faut se rendre compte que ça touche les secteurs de la santé, ça touche le secteur culturel, on en débat beaucoup en Belgique pour le moment, ça touche le secteur économique. On voit bien que différents secteurs viennent frapper à la porte des États pour recevoir des aides dans le cadre de ces plans de relance nationaux. Il faut une cohérence entre les plans nationaux et le plan européen aussi. Donc nous, on pousse effectivement à ce qu'on ait une boussole commune et que cette boussole soit le Green Deal. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que tout l'argent qui sera investi dans la relance ne permette pas ensuite d'investir dans la nécessaire transition écologique et sociale de nos États. Donc vous dites que la transition énergétique, non seulement ça ne va pas coûter trop cher, mais ce sera un moyen de relancer l'économie. C'est un moyen de relancer l'économie. La Commission européenne elle-même l'a reconnu en adoptant le Green Deal et en faisant son nouveau pacte de croissance avec la création de jobs à la clé. Il y a toute une série de secteurs, et on l'entend déjà, le secteur de l'aviation, où il y a en Belgique, on annonce plus de 1000 pertes d'emplois dans le secteur, Brussels Airlines, Brussels Airlines, licencier 1000 personnes. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 1000 personnes? Réorientons-les. Réfléchissons tout de suite intelligemment à cette main-d'œuvre. Elle est là, ces personnes, elles sont là. Il y a des secteurs clés dans la transition qu'il faut maintenant booster pour retenir aussi toutes les leçons du coronavirus. Mais Brussels Airlines, par exemple, les transports publics, par exemple, le rail européen. Voilà. Et donc, on sait qu'on va se retrouver avec toute une série de personnes qui vont être impactées par la crise et par la nécessaire transition vers des nouveaux secteurs. Et donc, faisons-en un levier aussi pour éviter des catastrophes sociales derrière. En Italie, l'État aussi va essayer de sauver Alitalia en entrant dans le capital. C'est ce que je voulais dire. En fait, en Italie, on est maintenant en train de dépenser beaucoup. On a commencé, parce qu'au début, c'était parti un peu comme ça, pas avec trop de courage, parce que aussi on attendait de voir ce que l'Europe disait, ce que les autres pays faisaient, etc., parce que l'Italie est très endettée. Il y a des critères très précis. Un premier critère, qui sont aussi les critères que la Commission met devant, en fait. Le premier critère, c'est que les entreprises qui étaient saines avant la crise du Covid-19 et qui risquent d'aller à la banqueroute, à la faillite, à cause de la crise du lockdown, de la crise du Covid, du confinement, etc., ces entreprises-là doivent être sauvées. Doivent être sauvées avec l'argent national, avec l'argent européen, mais elles doivent être sauvées avec tout l'emploi qui va avec elles. L'autre chose importante, c'est que, évidemment, dans la situation actuelle, où les pays peuvent intervenir autant qu'ils veulent, avec les aides d'État, on a un régime provisoire. L'Union européenne autorise aujourd'hui les États à dépenser sans compter. Hein. Voilà, on a enlevé l'interdiction, l'Union européenne, d'intervenir avec des aides d'État pour les entreprises et de dépenser en déficit, en fait. Donc, les pays peuvent dépenser en déficit autant qu'ils veulent et ils peuvent intervenir pour sauver les entreprises avec des aides d'État autant qu'ils veulent. Alors, dans cette situation, on risque de se retrouver, dans quelques mois déjà,
en condition de disparité totale, où le marché unique est complètement fragmenté et frappé par cette diversité des moyens qu'il y a. Parce que l'Allemagne, déjà aujourd'hui, l'Allemagne intervient avec bien plus que la moitié de tous les aides d'État qu'il y a dans l'Union européenne. L'Allemagne qui a les marges de manœuvre, les Pays-Bas aussi qui ont les marges de manœuvre budgétaires, ils peuvent intervenir autant qu'ils veulent, sans problème, sans que la nouvelle dette puisse les préoccuper en fait. Mais les pays comme l'Italie, comme l'Espagne, comme le Portugal, qui ont même la France qui a maintenant une dette qui va dépasser... qui va bien au-delà du 100%, etc., ces pays-là, ils ne pourront pas le faire avec l'argent de l'État. Et s'ils le font avec l'argent de l'État, la dette va exploser. Donc, il faut absolument que l'Europe intervienne pour empêcher la fragmentation du marché unique. Et là, c'est la compétence de l'Europe. Il faut éviter qu'on sorte de cette crise, qui était une crise symétrique, qui frappait tout le monde sans que personne n'avait la faute de ça, qu'on sorte de cette crise avec une situation de divergence encore majeure à travers toutes les économies européennes, et avec les pays plus forts qui deviennent encore plus forts et qui finalement... s'éloignent, disons, des autres pays, des autres économies qui restent... C'est ce qu'il y a d'accord. Les forts vont être encore plus forts, les faibles encore plus faibles. Et d'où l'importance de ce mécanisme de solidarité à l'échelle de l'Union européenne, évidemment. Parce que c'est là tout l'intérêt de la construction européenne, c'est entre guillemets d'être plus forts ensemble et de répondre collectivement à cette crise. Et je pense que là, effectivement, il y a encore une marge de manœuvre assez importante. Mais imaginons qu'on ait ces 2000 milliards... comme plan de relance. Qui va décider que la Belgique aura 30 milliards, que l'Italie va avoir 80 milliards Comment ça va se passer et pour faire quoi aussi? Mais là, il y aura une clé de répartition de toute façon. Je pense qu'il faut aussi qu'on se donne des lignes directrices communes, notamment, et c'est ce que la résolution appelle. Donc il y a toute une série de lignes directrices qui doivent être données, notamment tirer les leçons fondamentales de la crise qui sont... notamment, et pas seulement, mais notamment le définancement dans beaucoup de pays des services de santé. On voit très bien qu'un des secteurs qui souffrent largement, et les travailleurs aussi, et les travailleuses, parce qu'il y a énormément de femmes en première ligne dans ces secteurs-là, doivent être fondamentalement refinancés. Le secteur de l'éducation doit aussi être financé. On voit bien toutes les limites du système de scolarité à domicile et à distance, avec toute une série d'enfants qui ne sont pas équipés en matériel informatique pour pouvoir le faire et suivre une scolarité plus ou moins normale dans ce genre de situation. Enfin, on voit bien tous les besoins de terrain qui sont apparus. Toute une série de secteurs dévalorisés aussi sur le plan salarial et les conséquences sociales que ça a, tout le secteur de la vente, etc. Mais il faut aussi se donner une boussole avec des objectifs, et ces objectifs doivent notamment être pas seulement la croissance économique, mais notamment être le bien-être des citoyens et le niveau de santé de nos États. Je crois que ce sont des indicateurs essentiels à prendre en compte dans le post-Covid. Je crois qu'il y a une grande occasion dans cette crise, qui a été terrible, qui a tué énormément de gens, c'est une tragédie, mais il y a quand même une grande occasion. L'occasion est que justement, on est en train de tout changer. On sait très bien, l'opinion publique, les gens, les peuples d'Europe se sont habitués déjà ils savent déjà qu'ils doivent changer. Et le changement est déjà là pour ce qui concerne le digital, parce que tout le monde a fait le télétravail. On a transformé des réunions en visioconférence partout en Europe, même au plus haut niveau. Donc le digital est déjà rentré de façon vraiment énorme dans la vie des gens. Et ça, on ne revient pas en arrière. On sait qu'on peut le faire maintenant. On sait que beaucoup de choses, on peut le faire. Il faut aussi saisir l'occasion pour la croissance verte, pour la croissance soutenable, pour la lutte au changement climatique. Il faut changer l'économie, il faut changer les paradigmes économiques. C'est vraiment très important de garder le cap. Et je crois que cette commission-là, elle a une occasion énorme parce que elle a présenté, je crois, la bonne stratégie au début, avant le Covid-19. L'heure de vérité pour l'Union européenne. Maintenant, après le Covid-19, elle a la possibilité de la réaliser, à mon avis, encore plus qu'avant. Justement parce qu'il y a ces occasions-là, l'énorme investissement qu'on pourra réorienter.
et le fait que les gens s'attendent à ces changements. Saskia Bricmont, vous n'allez pas y échapper. À côté de vous, une bonne question et une mauvaise question. Vous prenez laquelle? Je prends l'enveloppe verte. Voilà. Ça ne me surprend pas. Et vous la lisez à haute voix et sans crainte. En confinement, frites ou spaghettis? Alors, c'est pas si superficiel que ça, la question, parce que vous savez que les pommes de terre sont en crise en Belgique. Hein. Il y a 750 000 tonnes dont on ne sait que faire. Et les patrons de la Fédération de la pomme de terre disent que les Belges doivent consommer davantage de pommes de terre, davantage de frites, 2 fois par semaine pour sauver le secteur. C'est vrai. Alors que, bizarrement, les Belges se sont rués sur les spaghettis, les pâtes, quand le confinement a été déclenché. Tout à fait, tout à fait. C'est à ça que ça m'a fait penser, c'est à la ruée sur les pâtes enfin voilà, ce côté un peu instinctif quand on a peur d'une crise et d'une rupture des stocks, on se réfugie sur les valeurs sûres et les valeurs sûres, c'est le spaghetti. Donc ce n'est pas parce qu'on est l'un en face de l'autre que je fais le choix du spaghetti. Voilà, je ne fais pas le choix patriotique, je fais le choix du spaghetti aussi parce que j'ai de la famille en Italie. C'est l'occasion de leur faire un clin d'œil et à nouveau de dire que nous sommes Européens, nous sommes tous ensemble dans cette situation et que c'est vraiment un message de solidarité qu'on doit porter aujourd'hui et pour lequel on se bat au sein de cette institution et on continuera à le faire. Donc Saskia mange des spaghettis et vous, Lorenzo, par solidarité, vous allez manger des frites, un petit peu plus. Des frites, plutôt des pommes de terre au four, ça. Merci Saskia Bricmont et Lorenzo Consoli de vous être restés à la Station Europe. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen à Bruxelles. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Station Europe. Et je fais un pari, je devine qu'on va encore évoquer, mais juste évoquer la question du coronavirus. À très vite.